Bonjour Frédéric. Bonjour André. Merci beaucoup pour l'occasion, pour l'opportunité pour faire cet entretien. Bah, écoutez, merci pour cette invitation qui à la fois m'honore et me fait plaisir. Merci. Et nous faisons cet entretien dans le contexte des cycles d'humanité et, sur le débat des sciences sociales et philosophie que nous faisons dans le contexte des activités de la bibliothèque médiathèque et de l'Université de France à Rio de Janeiro il y a 5 ans. Et nous faisons dans les cycles des humanités 2015 une activité sur mémoire pour le futur. Et cet entretien dans le contexte de troisième rencontre, après faire une discussion sur les devoirs de mémoire et aussi de l'art de mémoire, de l'art d'oubli. Et après aussi une réflexion sur la littérature dans la société de l'oubli. Nous arrivons maintenant à la réflexion sur Londres. Et vous êtes auteur de le livre. Ce livre, la honte, est un sentiment révolutionnaire et c'est ça l'objet de notre entretien. Mais avant, je vais faire une réflexion avec vous sur les contextes de cette œuvre dans ces travaux avec ensemble. Et nous commençons avec une réflexion sur votre travail sur Michel Foucault. Vous êtes un auteur qui est un des principaux commentateurs de Michel Foucault et aussi faire édition sur l'œuvre de Foucault. Comme vos réflexions sur Michel Foucault impactent sur votre philosophie et sur votre œuvre. D'accord. Alors je commencerai peut-être par dire que je suis très content de participer à cet entretien et surtout parce que cet entretien fait partie de ce que vous appelez l'atelier des humanités. Et pourquoi est-ce que je suis content de participer à cet atelier? Parce que j'ai lancé à Sciences Po, il y a maintenant 7-8 ans, un domaine de pensée, un domaine pédagogique, et qui est devenu un domaine de formation, qu'on appelle les humanités politiques, justement. Parce que je trouve que c'est très important que les étudiants qui s'initient aux sciences politiques, comme on dit, ne considèrent pas que la politique, c'est seulement des statistiques, des courbes, des pourcentages électoraux, etc. Mais je crois que ce qui nourrit aussi l'expérience politique, c'est la littérature, vous en avez parlé, c'est aussi le théâtre, le cinéma, les sciences humaines, par exemple, la psychanalyse, etc. Donc voilà, je suis d'autant plus content de participer à cet atelier d'humanité que je défends, je défends, si vous voulez, la présence dans la formation des étudiants des humanités. D'abord parce que ça donne un peu de sens, et c'est quand même important d'avoir le sens des pratiques, et aussi parce que les humanités, on va en parler à propos de la honte, font travailler l'imagination. Et je crois que ce dont manque notre époque, cruellement, c'est d'imagination. Et une des racines du mal politique, mais peut-être même du mal moral, c'est l'absence d'imagination. Et quand je dis imagination, c'est pas seulement pouvoir imaginer des formes, des histoires, etc., mais c'est aussi la capacité à se mettre à la place de l'autre et à se déporter. Voilà, première chose. Deuxième chose, c'est vrai que vous insistez sur le fait que j'ai beaucoup travaillé sur Michel Foucault. En fait, j'ai été assez peu un commentateur de Foucault, un petit peu au début, c'était un étudiant ici me montrait un livre en disant « Oui, regardez votre livre ».
Et j'ai vu 87. la date 1997 et je me suis dit, oh mon Dieu, mon Dieu. Ah, et j'avais écrit un que sais-je avant sur Michel Foucault, voilà, de 1995. Et en fait, depuis plus de 20 ans, je n'écris presque pas sur Michel Foucault, mais je l'édite beaucoup, je l'édite beaucoup. J'ai édité ses cours au Collège de France et j'ai participé à l'édition de ses œuvres dans ce qu'on appelle, c'est un peu français comme, si vous voulez, comme présentation, ce qu'on appelle la bibliothèque de la Pléiade, voilà, et qui représente en France quelque chose comme le summum un petit peu de la consécration littéraire, et donc j'ai dirigé l'édition de ces œuvres dans la Pléiade. Voilà, donc maintenant, troisième manière de répondre à votre question, quel a été l'impact sur ma pensée? Je crois justement la première chose, ça a été de me dire au fond, commenter l'œuvre sur Foucault, c'est très important sans doute, mais c'est peut-être secondaire par rapport à une autre tâche qui serait penser de manière foucaldienne l'actualité. Voyez, parce que si on s'enferme trop dans un exercice de commentaire, ça devient de la scolastique, etc. Et je trouve que ce que nous apprend Foucault, c'est précisément que la philosophie a comme vocation non pas de penser sa propre histoire, c'est-à-dire qu'après tout qu'il y ait des textes de Platon, qu'il y ait des textes de Descartes, c'est évidemment très important, mais c'est pas ça qui légitime la philosophie à penser. Et vient de paraître d'ailleurs un texte qui s'appelle Le discours philosophique de Michel Foucault, qui était un texte complètement inédit, un texte de 200 pages assez fabuleux qu'il a écrit d'une traite en 2-3 mois pendant l'été 1966 et qui répond à la question, on se disait, Michel Foucault n'a jamais affronté la question qu'est-ce que la philosophie? Et en fait, il y répond en disant que la philosophie, c'est ce qui donne un diagnostic du présent et ce qui pense le maintenant. Voilà. Et donc, l'impact principal, si vous voulez, bon, il y a eu les concepts, c'est vrai qu'assez vite, j'ai travaillé en prison, j'ai travaillé dans les hôpitaux psychiatriques, c'est-à-dire je me suis intéressé à la folie, je me suis intéressé à la justice pénale, etc. Donc c'est vrai qu'il y avait des objets de pensée qui étaient des objets foucaldiens, mais c'est aussi l'idée que la philosophie ne doit pas être seulement du commentaire de textes philosophiques. Você voit une influence dans ces livres et d'autres livres de la phase de Foucault de l'histoire de la sexualité ou de réflexion éthique. Bien sûr. Não commentaire, mais une forme de réflexion avec laquelle la philosophie est une forme de vie et aussi un diagnostic du présent. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce deuxième aspect de votre question, c'est vrai que il a été par exemple central pour moi quand j'ai écrit le livre Désobéir. Quand j'ai écrit le livre Désobéir, plutôt que de me poser la question, mais finalement, est-ce qu'il faut désobéir? Est-ce que c'est bien de désobéir? Ou est-ce que c'est mal de désobéir? Déjà, je suis parti du problème de l'obéissance, c'est-à-dire que pour penser la désobéissance, il faut déjà commencer par savoir ce que c'est qu'obéir. Mais quand il a fallu poser la question de l'obéissance, je l'ai posée de manière foucaldienne, en faisant référence à ce que vous appelez très justement les dernières études de Michel Foucault sur la pensée antique, sur l'éthique, sur les techniques de soi, en me posant la question quels sont les styles d'obéissance. Vous voyez, c'est-à-dire au fond, obéir d'accord, mais comment est-ce qu'on obéit? Comment est-ce que je vais distinguer la soumission, du conformisme, du consentement, de la subordination, etc. Et cette idée qu'il faut définir, ou on peut tenter de caractériser une stylistique de l'obéissance, elle vient de Foucault. C'est-à-dire que sans Foucault, je serais allé directement sur une question beaucoup plus philosophique. Est-ce que c'est bien d'obéir? Est-ce que c'est mal d'obéir? Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est injuste?
Et que Foucault m'aide précisément à poser la question, mais au fond, quel rapport à moi je construis dans l'obéissance? Quand je me soumets, voilà. Et ça, c'est vrai que j'ai retiré ça si vous voulez, du dernier Foucault, parce qu'au fond, quand Foucault examine l'histoire de la sexualité, par exemple, son propos à un moment, c'est de dire, oui, c'est pas très intéressant d'imaginer qu'on va faire une histoire de la sexualité en disant, oui, on va décrire l'âge grec comme étant l'âge d'or de la sexualité, où on avait le droit de tout faire, et puis ensuite, il y a le christianisme qui impose des interdits. Et au fond, il repère assez vite qu'une vie trop débauchée, que l'homosexualité masculine ou féminine, ce sont des conduites qui ont toujours été problématiques. La fidélité conjugale, est-ce qu'il faut être fidèle ou pas, ça a toujours été. Mais le problème, c'est pas, si vous voulez, celui des interdits. C'est si je suis fidèle, dans quel rapport et depuis quel rapport à moi je construis ma fidélité? Est-ce que c'est parce que je considère que je dois pouvoir maîtriser mes désirs? Si je veux pouvoir gouverner les autres, je dois pouvoir me gouverner moi-même. Et donc l'infidélité paraîtrait comme une manière d'être incapable de me gouverner moi-même. Donc si je peux pas me gouverner moi-même, je peux pas gouverner les autres. Dans le christianisme, on est dans quelque chose de très différent, où l'infidélité peut apparaître comme le fait de succomber à une tentation de la chair. Dans la morale bourgeoise, c'est encore autre chose. Ça se fait pas, il y a des conventions. Donc, si vous voulez, la sexualité, elle est faite d'expériences, qui sont des expériences par lesquelles on se rapporte à soi. Et j'ai appliqué ce schéma sur l'obéissance en disant comment est-ce qu'on obéit. Et donc, comment est-ce qu'on désobéit aussi. Dans le Brésil, vous avez oublié comme désobéir, marcher et maintenant la honte. Trois livres publiés pour les maisons d'édition Ubu. Et je voudrais alors réfléchir un peu sur la relation de honte avec les autres essais que vous avez écrit. Quel est le lieu de honte? Comment vous êtes arrivé à l'honte, et surtout dans la relation avec l'essai antérieur qui est désobéir, qu'il y a une relation forte entre les deux essais. Oui, c'est vrai que d'abord, ça peut paraître curieux de consacrer tout un livre en philosophie, même si c'est une philosophie un peu large, parce que de fait, la philosophie a très peu parlé de la honte. En revanche, la littérature est quand même remplie, si vous voulez, de grands romans qui sont les romans de la honte. Je prends un exemple, j'allais dire très contemporain. Vous savez comme moi, je crois qu'elle a beaucoup de succès au Brésil, que Annie Ernaux a reçu le prix Nobel de littérature. Et Annie Ernaux, par excellence, c'est une littérature de la honte, qui pose le problème de la honte sociale, mais il y a aussi d'autres formes de honte. Ça peut être la honte d'être une femme aussi. Qu'est-ce que ça peut signifier d'être une femme dans un monde qui est saturé par des repères machistes, etc., etc. Donc, première chose, c'est vrai que la honte, ce qui pouvait m'intéresser d'abord, c'est que ça n'est pas un sentiment reconnu par la philosophie morale. La philosophie adore la culpabilité, parce qu'effectivement, on peut parler de la liberté, de la profondeur de la loi, de l'intériorité, etc. Mais assez vite, la honte a représenté pour la philosophie finalement un sentiment un peu superficiel. Consistait à dire, oui, au fond, avoir honte, c'est donner trop d'importance au regard de l'autre, sur soi, etc. On considérait que c'était un sentiment social relativement superficiel et qui n'avait pas sa place dans les
dans les tableaux des grands sentiments, des grandes passions morales. Et si vous prenez les grands textes classiques, que ce soit Spinoza ou que ce soit Descartes, la honte est réglée en, si vous voulez, de manière assez rapide. Alors, qu'est-ce qui, moi, m'a intéressé? Je reprends votre question. Et quel lien j'établissais entre désobéir et le problème de la honte? Je dirais, avant de répondre, que il y a deux rencontres qui sont des rencontres textuelles, mais qui m'ont marqué. C'est d'abord la première rencontre qui n'est pas tout à fait textuelle, mais vous connaissez sans doute comme moi l'abécédaire de Gilles Deleuze, ces vidéos assez fantastiques dans lesquelles Deleuze décline l'alphabet en donnant pour à chaque fois A comme animal, je crois, jusqu'à W comme Wittgenstein, enfin des espèces de moments de philosophie relativement uniques. Et dans l'entrée R comme résistance, alors ça peut paraître assez étonnant, il parle de la honte, en reprenant une expression qu'il trouve chez Primo Levi, qui est la honte d'être un homme. Et il la développe et il finit par dire quelque chose, mais qui, moi, m'étonnait parce que je ne comprenais pas, qui consistait à dire, mais au fond, la honte est un sentiment central, il n'y a aucune pensée, ni même aucune œuvre d'art qui n'ait eu comme racine la honte d'être un homme. Donc ça, voilà, j'étais très, très interloqué, très surpris par cette manière de faire de la honte une espèce d'intensité, un sentiment intense, assez fort. Et la deuxième référence qui là aussi m'a marqué, j'avais trouvé ça chez cette citation chez Sartre dans la préface qu'il fait aux damnés de la terre de Fanon, où il reprend une lettre de Marx, où Marx écrit « La honte est un sentiment révolutionnaire ». Et moi qui avais comme ça des repères un petit peu nietzschéens, je me disais oui, la honte, c'est pas bien, c'est de la culpabilité, c'est de la tristesse, etc. Et c'est dépressif, il faut se débarrasser de la honte. Et l'idée de ce livre, c'est de reconnaître, il s'agit absolument pas de nier qu'il existe de la tristesse dans la honte. Évidemment que la honte n'est pas un sentiment tout à fait joyeux, ni positif, etc. C'est ce qui fait d'ailleurs que Spinoza s'en débarrasse très vite en disant oui, c'est des mauvaises passions, quoi. Mais en même temps, ce que je trouvais à la fois chez Gilles Deleuze et à la fois chez Marx, et vous voyez que je vais répondre à votre question sur le lien avec l'obéissance, c'est d'abord que la racine de la honte n'est pas du tout la tristesse, mais c'est la colère. Ça devient la tristesse quand cette colère qui définit la honte, quelque chose comme une rage impuissante, quand cette colère et cette rage ne peuvent pas s'exprimer, à ce moment-là, elle grignote de l'intérieur celui qui la ressent et ça devient effectivement de la tristesse et la honte, elle est destructrice. Mais initialement, la honte, c'est une colère. C'est une colère. Le problème, effectivement, je vais donner des exemples, si vous voulez, assez rapides. Quand, par exemple, vous vous faites humilier, que vous êtes un employé dans une institution et que vous vous faites humilier par un supérieur, et qu'à ce moment-là, effectivement, par exemple, il vous dédaigne, il vous insulte, etc., ou alors vous vous apercevez que vous ne pouvez pas vous habiller mieux parce que vous n'avez pas forcément les moyens, voilà. Vous êtes quand même dans une rage parce que vous savez très bien que c'est pas la manière de s'habiller qui définit un personnage, mais on va quand même vous juger là-dessus. On vous humilie, mais vous ne pouvez pas répondre. Pourquoi? Parce que vous vous dites c'est bien gentil, mais enfin si je réponds, peut-être que je vais, je vais perdre mon poste, etc. Donc
vous ressentez la honte, vous avez cette colère, et cette colère, elle ne peut pas s'exprimer. Et donc, elle se retourne contre celui qui la ressent, et ensuite, alors, oui, je viens à votre point, et ensuite, cette honte, tant qu'elle ne sort pas, et que je finis à un moment par l'intérioriser, et par me dire, c'est vrai que je suis nul, c'est vrai que de toute façon, je suis dans une place inférieure, mais après tout, je dois bien le mériter quelque part, etc. Cette honte-là, quand elle devient la tristesse, elle nous fait obéir. Elle nous fait obéir. Quand elle devient de la tristesse. Mais si elle est prise dans cette colère et qu'elle peut se partager, à ce moment-là, c'est une honte étincelle qui prend feu. Donc je vais, pour articuler les choses, reprendre la phrase de Marx et la déplier tout au long. Il faut s'imaginer, il est sur une péniche, il est en train de lire un journal qui donne les dernières nouvelles des lois qui ont été votées par la Diète allemande, et ce sont des lois ignobles, des lois complètement dégueulasses qui vont encore multiplier les inégalités, qui sont des lois injustes. Et là, il dit, j'ai honte. Ah, j'ai honte en disant ça. Et il continue en disant, la honte est une colère, mais une colère rentrée, et si tout un peuple avait honte, il serait comme le lion prêt à bondir. La honte est un sentiment révolutionnaire. Vous voyez, c'est-à-dire que l'idée du livre, c'est alors qu'on n'a pas arrêté de dire pendant des siècles que la honte, elle était du côté de la tristesse, aller chercher ces 2 ou 3 auteurs qui ont dit mais non, pas du tout. Pas du tout. La honte, d'abord, elle est du côté de la colère. Et en fait, en disant ça, il retrouve la première leçon qui était la leçon grecque, où effectivement, la honte, on lui donne comme racine le thumos, c'est-à-dire le cœur, c'est-à-dire la capacité d'indignation. Au fond, quand vous avez honte, c'est une forme d'indignation. C'est-à-dire vous dites, mais c'est pas possible ce qui arrive. C'est pas possible. Le titre, La honte est un sentiment révolutionnaire, pour être équivoque sur la conception et l'analyse un ensemble de livres. Parce que, au-delà de faire l'argumentation sur le caractère possible révolutionnaire du sentiment de la honte, il y a aussi un diagnostic du temps présent, une analyse dans la clef de la honte sur comme la honte est une caractéristique très ou trop présente dans le contexte contemporâneo. Je vous cite em português, por facilitar. A vergonha é o afeto maior de nosso tempo, o significante de novas lutas. Não protestamos mais contra a injustiça, o arbitrário, a desigualdade, gritamos contra a vergonha. Alors, il y a dans le sentiment de l'honte beaucoup de caractéristiques plus révolutionnaires, plus conservateurs. Il y a une dynamique autour de la honte. Et je voudrais vous écouter un peu sur ça, mais aussi en mettant une autre question qui est centrale pour la découverte de la honte, qui est votre accentuation, votre démarque sur la distinction entre la culpabilité et la honte. Parce que dans la modernité, contemporanéité, nous ne percevons pas l'importance de la honte parce qu'il y a le contraste de la culpabilité. Il y a une question associée à les processus de modernisation de nos sociétés. Bien sûr. Bien sûr. Alors, vous posez une question très vaste, et donc je vais essayer de prendre un certain nombre de registres. Premièrement, on a beaucoup dit pendant très longtemps, en s'appuyant sur des écrits ethnologiques, anthropologiques, que nous étions, nous, les civilisations de la culpabilité,
alors que les premières sociétés étaient des civilisations de la honte. Et qu'au fond, les civilisations de la culpabilité étaient des civilisations beaucoup plus civilisées, beaucoup plus modernes et qui avaient le sens de la loi, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on a présenté les choses, c'est-à-dire de dire qu'au fond, les sociétés les plus modernes sont des sociétés de la culpabilité, alors que les sociétés archaïques sont des sociétés de la honte. Ce qui est très frappant aujourd'hui, je pense que vous serez d'accord avec moi sur ce diagnostic, c'est que l'importance des réseaux sociaux, l'importance, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, c'est déjà du passé pour les jeunes générations, l'importance de l'image de soi qu'on véhicule et qui est véhiculée sur les réseaux sociaux a pris une intensité telle que cet affect de honte est revenu en masse. Et que une obsession pour les jeunes adolescents, par exemple, c'est effectivement de savoir le nombre de likes, le nombre de followers, etc. et de ne pas être dans des situations dans lesquelles, eh ben, effectivement, ils auraient la honte sur les réseaux sociaux. D'autre part, notre époque, donc, elle est marquée par ces réseaux sociaux. Elle est marquée toujours dans ces réseaux sociaux par cette dimension d'exhibition qu'on trouve dans les réseaux sociaux et qui peut, à un moment, choquer, c'est-à-dire on a pu se dire aussi, mais au fond, il n'y a plus de honte, on montre tout. On montre tout, on déballe sa vie, il n'y a plus de différence entre le public et le privé, etc. Il y a quelque chose qui a bougé. Et en même temps, on va dire, devenez fiers de vous-même, c'est-à-dire je prends le mouvement MeToo, mais je prends aussi les Gay Pride, etc. Vous avez toute cette idée que un certain nombre de comportements qui pouvaient être stigmatisés socialement devaient être réappropriés par ceux qui avaient ces comportements et qui devaient en faire un objet de fierté. Et je prends, dernière chose, donc je l'ai cité, le mouvement MeToo, où effectivement l'idée était, je ne sais pas si l'expression est la même en brésilien, mais en France c'est devenu presque un slogan, il faut que la honte change de camp. C'est-à-dire que dans les débats sociaux, cette dimension de la honte est devenue capitale, est devenue effectivement très importante. Voilà. Puis il y avait un autre aspect de votre question, mais je me souviens plus, c'était la deuxième partie. Avec la oui, et avec la contraste. Ouais, et le contraste. Oui, parce que je trouve que si on a le courage et l'honnêteté d'examiner sa propre vie et ses propres réactions, je trouve que chacun, s'il a vraiment la lucidité nécessaire, verra que dans sa vie, il est beaucoup plus conduit par l'obsession de la honte que par celle de la culpabilité. Et qu'au fond, les grands moments dramatiques où je dis je me sens coupable, etc., sont très ponctuels, sans doute très intenses, mais très ponctuels, mais la base continue de nos existences, c'est quand même qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Et que cette dimension de la honte, elle me semble tout à fait capitale, et je trouve même plus profonde que celle de la culpabilité. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la honte, elle fonctionnait à la colère. On est d'accord. Mais il faudrait que je rajoute quelque chose qui est, elle fonctionne à la colère, mais aussi à l'imagination. Et quand je dis l'imagination, j'entends encore une fois cette capacité à se décentrer et à se mettre à la place de l'autre. La honte est un des seuls sentiments que vous pouvez ressentir à la place de l'autre quand vous voyez et que vous assistez à une scène d'humiliation. Vous-même,
vous n'êtes pas du tout pris à partie, mais vous pouvez avoir honte pour l'autre. C'est-à-dire que, effectivement, vous sentez ce qui lui arrive et cette brûlure, elle vous brûle aussi et ça vous transporte de la même manière aussi. Parfois, c'est un grand historien italien qui dit l'amour du pays qu'on a se mesure à la honte qu'on peut avoir pour son propre pays. Un pays qu'on aime, c'est un pays pour lequel on peut, à certains moments de son histoire, avoir honte. J'ai honte de mon pays. Seul celui qui aime son pays peut dire ça. C'est-à-dire que la honte, voyez, c'est aussi un sentiment par lequel j'exprime une indignation devant l'injustice du monde. C'est pour ça que ce que j'ai essayé de montrer simplement, c'est que si on cantonne la honte à être seulement une tristesse, on considère que ça n'est qu'un problème psychologique, que ça n'est qu'un problème, si vous voulez, qu'il faut régler avec le psy dans des conversations, et on oublie cette dimension politique qui est centrale, à savoir que la honte dit quelque chose de notre sentiment d'injustice qu'on peut avoir par rapport au monde. Et c'est ça aussi la honte. Avoir honte. Et on peut dire aujourd'hui que si vous prenez les catastrophes climatiques, sanitaires, relationnelles, il n'est pas tout à fait absurde de se dire je regarde l'histoire de l'humanité et franchement, j'ai honte pour l'humanité. Parce que 25 siècles, etc., pour arriver à un état de la planète absolument dégueulasse, et si vous voulez, et des inégalités qui explosent, franchement, j'ai honte. Et vous voyez qu'ici, ça a une dimension politique. Il y a attitude sur la honte que vous avez analysée dans les livres. L'attitude devant de l'honte est provoquée, promouvée pour le mépris social ou pour une situation qui conduit à une indignation qui est la rage et aussi sur les dégoûts insupportables. Il y a des attitudes. C'est une question importante parce que dans le passage des sociétés, les transformations des sociétés du siècle 20 à 21, nous pouvons penser que la sortie de la société disciplinaire peut être la honte, c'est être une question de l'état ancien. Si nous avons libéré de la culpabilité, pourquoi la honte? Mais vous faites l'analyse comme vous avez fait sur les caractéristiques, les contours de la honte dans les contextes contemporains et la variété des attitudes possibles sur l'honte. Et avec un dialogue très fructifère, très fort sur avec la psychanalyse. Quelles sont les caractéristiques sur la honte dans notre société qui fait le passage de la discipline pour la hypermodernité? Tout à fait, oui. Je me rends compte, en écoutant votre question, que j'ai pas tout à fait répondu, si vous voulez, donc je vais revenir là-dessus, parce que c'est un point tout à fait important dans le contexte actuel. Vous allez voir pourquoi, sur la différence entre la honte et la culpabilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et je vais être en lien, encore une fois, avec l'actualité. Au fond, quand vous vous sentez coupable de ce que vous avez fait, de ce que vous avez pu faire, et même, dit la psychanalyse, vous vous sentez coupable
de ce que vous n'avez pas fait, mais ce dont vous pensez que vous pourriez l'avoir fait, ou de ce que vous avez toujours déjà fait sans l'avoir fait. Enfin, c'est l'inceste, quoi. Je veux dire, la culpabilité. Peu de monde ont effectivement tué leur père et couché avec leur mère, ou l'inverse. Il n'empêche, la culpabilité, c'est d'être sûr de l'avoir fait ou de l'avoir voulu, etc. Et au niveau de l'inconscient, pour savoir si je l'ai vraiment fait ou si je l'ai vraiment désiré, je me sens coupable quand même. Bon. Je dirais une deuxième chose, il y a dans la culpabilité une espèce d'ambiguïté qui est que c'est effectivement une angoisse, une douleur morale, mais qui grandit celui qui la ressent. Qui grandit, c'est-à-dire au fond, quand je me sens coupable, eh ben, d'une certaine manière, c'est très solennel, c'est très solennel. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pour essayer de répondre, je prends ce que pouvait dire Hannah Arendt de tous ces Allemands qui, n'ayant pas directement, eux, participé, si vous voulez, au nazisme, à l'atroce nazisme, se flagelle et dit je me sens coupable, etc. de ce que mes parents, mes grands-parents ont pu faire. Voilà. Et Hannah Arendt trouvait ça insupportable. C'est-à-dire cette manière de se flageller publiquement en disant que je me sens coupable de toutes les misères du monde, de toutes les injustices. Et pourquoi est-ce qu'elle trouve ça insupportable? Parce que c'est une posture. Et au fond, alors Hannah Arendt ne le dit pas exactement comme ça, mais c'est moi qui lui fais dire. Au fond, le problème, c'est pas de se sentir coupable, mais juste d'avoir un peu honte quand même. Voyez, je vais prendre un autre exemple plus contemporain. Je me prends moi-même comme exemple. J'ai plus de 50 ans, je suis dans une situation plutôt privilégiée, on m'invite au Brésil à parler de choses et d'autres, etc. Je suis un homme, bon, voilà. Je ne vais pas me sentir coupable, par exemple, du passé colonial de mon pays en me disant c'est affreux, je me sens coupable de tout ce qui s'est passé, ni même des violences faites aux femmes pendant très longtemps et quotidiennes, etc. Simplement avoir juste un peu honte de ma situation privilégiée, du fait d'être un homme et du fait d'être blanc, c'est, je veux dire, une espèce de minimum syndical, vous voyez. Il ne s'agit pas de se sentir coupable, c'est pas le problème. Mais avoir juste un peu honte, ça me permet, et là je reprends un verbe qu'utilise Primo Levi dans son grand texte sur la honte, ça me permet de me prémunir un peu. Vous voyez? Parce que si je n'ai pas honte, ça veut dire que je suis dans l'arrogance, que je suis très content de moi. Je pourrais dire, oui, mais après tout, je suis privilégié, mais vous savez, vous m'invitez, mais enfin, ces livres, je les ai écrits, j'ai du mérite, j'ai du travail, etc. Oui, bien sûr que j'ai travaillé, etc. Et vous voyez, ce que j'essaie de dire, c'est que se sentir coupable, ça ne sert à rien. Se sentir coupable pour ce qu'on a fait, etc. Mais avoir un peu honte, c'est montrer qu'on ne peut pas complètement se désolidariser de ce qui arrive. C'est-à-dire le passé colonial de mon pays, je m'en sens pas coupable, mais je peux pas non plus dire que j'ai rien à voir avec ça. Et c'est ça la marque de la honte. La marque de la honte, de cette honte politique dont je parle, c'est juste l'affect qui montre que je ne peux pas me désolidariser complètement. Eh ben, des violences faites aux femmes en tant qu'homme, même si moi-même je n'ai jamais participé directement à ces violences, bien sûr, c'est pas le problème. Vous voyez, je peux pas me sentir complètement désolidarisé du passé colonial de mon pays, même si je me sens pas raciste, c'est pas le problème. Vous voyez, la honte, c'est l'idée que, voilà, sans se sentir coupable, je suis pas coupable. Vous avez la honte.
Oui, mais ça veut dire quoi? C'est tout à fait ça. Je me sens pas coupable, mais pour autant, je vais pas dire, je m'en lave les mains, c'est pas mon problème, après tout, c'est pas moi. C'est ça, si vous voulez. C'est ça l'importance de la honte. C'est de dire, je ne me sens pas coupable, mais je peux pas me désolidariser complètement. C'est- Et c'est assez, comment dire, quand j'ai dû faire des entretiens sur ce livre, on me disait, mais ah oui, mais alors, c'est pas possible, vous voulez quoi, qu'on se flagelle, etc. Mais non, je dis non. C'est-à-dire qu'on me reprochait de faire de la honte un sentiment positif et donc de participer à ce qu'on appelle, alors vous n'avez pas ce débat-là au Brésil, mais de ce qu'on appelle en France le wokisme, etc., etc., en disant oui, t'es un woke, alors c'est, non, mais je ne demande à personne de se sentir coupable. Mais pour certains d'entre nous dont je fais partie, avoir honte, c'est vraiment un minimum syndical. C'est ça que j'essaye de dire. Et sur la question Oui. des... Déjà? Si, mais je suis trop bavard, je suis désolé, je suis désolé. Mais parce que je prends beaucoup de temps à répondre, parce que, voilà. C'est vrai qu'on est à 45. Fazer a última pergunta e a gente depois. Pode ser só para Mais vous fechar. couperez, vous me censurerez. Comme ça. Pour finir, hein, pour faire la finalisation, il y a une dimension d'une éthique de la honte, où vous faire la récupération des Confucius et aussi De Platon. la question grecque, d'éthique grecque. Et je vais faire la question, pour finaliser, pourquoi une éthique de la honte et pourquoi pour une éthique de la honte et nous avons la besoin de l'imagination. Ouais. Alors, j'ai parlé tout à l'heure, je reviens à ce que je disais au début de cette dimension de colère, d'accord? Alors, il peut y avoir une colère contre l'injustice, et je disais au fond, la honte, c'est une rage impuissante. Je sens que je suis humilié, je peux rien faire, j'ai honte, etc. Et c'est une espèce de colère rentrée. Voilà. Mais là, c'est une colère contre l'autre, contre l'injustice des autres. Quand je parle d'une dimension éthique de la honte, je considère qu'il est possible aussi, parfois, d'être en colère contre soi-même. Pourquoi? Parce que on s'est laissé aller à de la facilité. Pourquoi? Parce que, précisément, on a rabaissé ses propres exigences. Pourquoi? Parce que, finalement, on s'imagine qu'on sait des tas de choses, etc., alors qu'on ne sait rien. Un peu de colère contre soi, ça peut être pas mal, et avoir, si vous voulez, l'expérience de la honte peut parfois être une expérience cathartique. Après tout, je viens de cette discipline qui est la philosophie, et chez Platon, dans le sophiste de Platon, vous avez l'idée que la méthode de Socrate, qu'est-ce que c'était Socrate? C'est quelqu'un qui faisait honte aux autres. C'est pour ça qu'il a été condamné à mort par la démocratie. Il leur faisait honte. C'est-à-dire que ces gens-là plastronnaient, étaient d'une arrogance terrible, ces hommes politiques qui avaient des mots plein la bouche à la justice, l'égalité, etc. Lui, il allait les voir et disait, mais qu'est-ce que c'est que la justice vraiment? Et là, il s'apercevait, les autres pouvaient rien dire. Il leur faisait honte. Voyez? Mais cette honte-là, elle peut être parfois positive au sens où elle nous prémunit contre la suffisance, elle nous prémunit contre l'arrogance, elle nous prémunit contre la bonne conscience et contre le fait de se sentir tellement supérieur, tellement intelligent, tellement beau, etc. Vous voyez, c'est ça. Alors, je reprends votre question parce qu'elle est très importante, mais il faut bien voir que la honte est d'une espèce d'ambiguïté indépassable. Parce que je peux pas faire en tant que tel un éloge de la honte en disant la honte c'est bien, parce que non, évidemment, il y a des gens qui crèvent de honte, qui crèvent, pour qui ça représente
dépression terrible, d'accord? Mais pour autant, je dis que c'est pas que ça. C'est pas que ça. Et que, précisément, cette autre dimension, c'est celle que je veux sauver et qui, je reprends votre dernière expression, qui marche à l'imagination. Et encore une fois, je reprends mon premier propos. Hannah Arendt parlait de la banalité du mal. C'est une expression qui a, eh bien, la banalité du mal, aujourd'hui, c'est l'absence d'imagination. Mais l'absence d'imagination, en quel sens? Au sens où, de moins en moins, on est capable de se mettre à la place de l'autre. Et là, dans la honte, il y a ce transport en dehors de soi. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. Et désolé d'avoir été trop long. Trop long. Pas de problème.